Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Je me présente, je suis le docteur Antari. Nous allons voir ensemble la physiopathologie. Est-ce que vous m'entendez? Je suis le docteur Antari. Nous allons voir ensemble la physiopathologie des troubles de la thermorégulation. J'espère que vous avez téléchargé déjà le cours sur la plateforme Moodle que j'ai posté il y a pratiquement 2 mois et vous avez préparé votre cours. Le support que vous allez voir chez vous n'est qu'un support et c'est un plan détaillé. Mais les détails, tous les détails du cours sont sur la plateforme Moodle. Merci. Donc, je vais commencer. Je vais commencer. Est-ce qu'il y a une réponse parmi vous? Est-ce que tout le monde m'entend? Si vous m'entendez, essayez de répondre par message, s'il vous plaît, parce que moi, je n'ai pas de son ici. Je n'entends rien du tout.
Monsieur, Oui. il n'y a pas de son. Est-ce que vous n'entendez pas? Oui, on n'entend pas. Ah, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de régler le problème. Et actuellement, vous m'entendez? Oui. Oui, Vous m'entendez? oui, Ok, je vais commencer. Donc, je reprends. Je vais reprendre. J'ai dit tout à l'heure que j'ai déjà posté le cours en complet et avec tous les détails sur la plateforme Moodle il y a 2 mois. Actuellement, je vais présenter uniquement un résumé pour permettre aux gens de poser des questions. OK? Bon, nous allons commencer par un petit rappel physiologique. L'organisme est divisé en 2 compartiments. Le noyau central, je dis par noyau central, ce sont les organes internes et dont la température, elle avoisine les 37. 37 degrés, bien sûr. « 37 degrés. Cette température optimale, à peu près à 37 degrés, va permettre un fonctionnement enzymatique et la vie cellulaire. Et l'écorce périphérique, qui est la peau et les tissus sous-cutanés, dont la température est de 32 à 33 degrés. La peau, le muscle, qui peut varier selon la température ambiante, avec des extrêmes de 20 à 40 degrés. C'est la peau et le tissu sous-cutané. Mais le reste, le noyau, ils sont toujours régulés à 37 degrés, à peu près 37 plus ou moins 5. Donc, l'homéothermie centrale résulte, l'homéothermie centrale, c'est-à-dire cette température centrale résulte d'un équilibre entre production de chaleur qu'on appelle la thermogénèse, notre organisme, on va voir par la suite, il produit de la chaleur, et l'élimination de chaleur qu'on appelle la thermolyse, c'est-à-dire l'élimination, et qui dépend, cet équilibre entre la thermogénèse et la thermolyse dépend, la thermolyse dépend de la thermolyse dépend de quoi? Dépend sur la dépendance de l'air optique, de l'air préoptique de l'hypothalamus antérieur. Vous gardez pour vous que ce centre préoptique de l'hypothalamus, il faut garder que c'est l'hypothalamus. Principal centre qui est le principal centre régulateur en relation avec ce centre Monsieur, régulateur. Oui, s'il vous plaît, acceptez les étudiants qui attendent. ok, merci. De rien. C'est bon, je pense. Hein? Je les ai invités, c'est bon.
J'ai 97. Hein. Je pense que le maximum, c'est 100. Donc, je reprends. Cette thermorégulation est assurée par l'hypothalamus et notamment l'aire préoptique de l'hypothalamus antérieur, qui est en relation avec quoi? Il est en relation avec les récepteurs cutanés et musculaires. D'accord? Donc, l'hypothalamus il reçoit l'information de ces récepteurs périphériques qui sont cutanés et musculaires. Et également, il a ses propres récepteurs qui lui donnent l'information sur l'homéothermie. Monsieur, Oui, je vais inviter. Je ne fais que inviter. Comment? Allez-y. l'image n'est parlez. pas visible. Oui. L'image n'est pas visible. Comment? L'image Je vous n'est pas entends très visible. mal. OK. Maintenant, l'hypothalamus reçoit, j'ai dit, l'information des récepteurs périphériques et de ses propres récepteurs. Nous allons parler maintenant en détail un peu de qu'est-ce que la thermogénèse. C'est quoi? J'ai dit tout à l'heure. Monsieur. Comment? Je vous entends très Monsieur. mal. Monsieur. Oui. L'image, elle n'est pas visible. L'image n'est pas visible. Oui. Et maintenant? Non, il y a une plaque verte. Là, la plaque verte, c'est la plaque de truc de discussion. Je vais essayer de la faire remonter en haut. C'est bon comme ça? Non. Oh là là. Je vais suspendre un peu la courbe. Monsieur. Monsieur.
Voilà. Merci. Maintenant, c'est bon. Oui. Je reprends. Où est-ce que je me suis arrêté? La thermogénèse, c'est la production de chaleur. Elle provient d'où cette thermogénèse? Elle provient du métabolisme de base, du repos, c'est-à-dire de la vie cellulaire, du repos. D'accord? C'est-à-dire le métabolisme cellulaire, il produit de la chaleur. Et également, il provient de l'activité musculaire. Quand on marche, quand on court, on produit beaucoup de chaleur. OK, quand on fait n'importe quel geste, on produit de la chaleur. Et également, je vais parler du cas particulier des frissons. Les frissons, ouais, ça me fait chier. Les frissons, c'est quoi les frissons? Sont réalisés par une série de contractions rythmiques et involontaires des muscles striés qui produisent de la chaleur, mais sans travail, s'il vous plaît. Quand on a froid, on frissonne, on grelotte, mais on produit de la chaleur, mais sans travail. OK? Et quatrième moyen de production de chaleur, c'est l'action des hormones. Certaines hormones, elles augmentent la production de chaleur, telles que les hormones de la thyroïde, la noradrénaline, d'accord? La noradrénaline, le cortisol. Ensuite, nous allons parler de la thermolyse. C'est quoi une thermolyse? J'ai dit que c'est l'élimination de l'excès de chaleur. Il y a 4 phénomènes physiques. C'est des phénomènes, s'il vous plaît, physiques. Le premier phénomène, c'est la radiation. Vous savez que notre organisme, il élimine cette chaleur sous forme, on appelle communément les infrarouges. La chaleur sous forme d'infrarouge. Un corps vivant ou un être vivant, il élimine sa chaleur. Si on met des lunettes à infrarouge, nous allons voir cette élimination de chaleur. La radiation, donc, pour la définir, c'est l'émission d'un rayonnement électromagnétique qu'on appelle, nous autres, le rayonnement infrarouge. Cette radiation, elle permet à elle seule d'éliminer 60% de la chaleur. Avec l'environnement, bien sûr, mais en condition de repos et de neutralité thermique. S'il fait, par exemple, 25 ou 30, ça va, on peut éliminer cette chaleur. Repos et neutralité thermique. Le deuxième point, c'est la convection. La convection, c'est quoi cette convection? C'est un échange thermique, de la chaleur thermique, entre l'organisme et un fluide en mouvement. Cette convection permet l'élimination de 12% de chaleur. C'est quoi un fluide en mouvement? C'est l'air, parfois ventilé, parfois climatisé en été. Que c'est de l'eau en mouvement, mais surtout de l'air. D'accord. Ce moyen d'échange thermique, c'est ce que utilise notre organisme pour véhiculer la chaleur du noyau vers l'écorce. À travers quel fluide? Le sang. D'accord. Le sang, il prend cette chaleur de 37 ou 38 degrés ou 40 degrés, je ne sais pas. Ensuite, il l'achemine vers l'écorce qui est la peau pour qu'elle soit
éliminer. Le troisième point, c'est la conduction. La conduction, c'est un échange entre un solide au contact de la peau. Voilà. Si je m'adosse au mur, je m'adosse, je suis en contact d'une surface. En contact de cette surface, il va y avoir, si cette surface est froide, il va y avoir, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un échange entre mon organisme il va y avoir un échange entre ma peau ou mon organisme et cette surface froide. OK, ça c'est la conduction. Mais cette conduction, il n'y a que 3%. L'élimination de la chaleur par conduction, elle est à peu près de 3%. Et le dernier point, c'est l'évaporation. Comme on appelle, l'évaporation, elle consomme de l'énergie thermique pour permettre, qu'est-ce qu'elle va permettre? L'évaporation, elle va permettre le passage de l'état liquide à l'état vapeur d'eau par le biais de la sudation. C'est la sudation. Quand on fait une sudation, c'est qu'on a consommé de la chaleur et part en vapeur. Elle n'assure que également 25%, 25% de l'élimination de la chaleur. D'accord, uniquement 25%. Et vous allez, si vous avez téléchargé le document sur la plateforme, c'est un document complet avec tous les détails. Maintenant, nous allons aborder ensemble les hyperthermies. Pardon. Les hyperthermies. Les hyperthermies, comment on définit une hyperthermie? Une hyperthermie est un trouble de la thermorégulation pouvant engager le pronostic vital parfois. On distingue plusieurs stades de cette hyperthermie avant de dire que le malade a une hyperthermie. Il faut d'abord mesurer la température, s'il vous plaît, centrale. Ce n'est pas la température au niveau des aisselles, c'est-à-dire au niveau de la peau, et vous savez maintenant pourquoi, ni au niveau du front, ni au niveau de la bouche, ni au niveau du conduit auditif. Pour poser le diagnostic, c'est une prise de température centrale au niveau rectal, au niveau de l'œsophage et également au niveau du sang. C'est des moyens, le sang c'est un moyen très invasif. OK.
Donc, l'hyperthermie, elle se définit, j'ai dit tout à l'heure, comme une augmentation de la température centrale au-dessus de 38 degrés. Je ne fais que ça, s'il vous plaît. Je ne fais que déplacer, mais masquer. Je reprends. J'ai dit que la température, c'est la mesure de la température centrale qui doit être supérieure à 38 degrés. On distingue plusieurs stades. Entre 38 et 40, la zone de la thermorégulation est efficace. C'est-à-dire que l'organisme, il peut se défendre et augmenter sa thermolyse. Supérieure à 40, la zone de thermorégulation, elle commence à être perturbée et peut engendrer des troubles graves. Supérieure à 42, là, le pronostic vital est mis au jeu. Le malade risque de mourir. D'accord, supérieur à 42. Maintenant, nous allons voir ensemble la physiopathologie. C'est toujours le même plan de physiopathologie que vous avez vu avec les causes et mécanismes. Quelles sont les causes? Quelles sont les causes Quelles sont les causes de ces hyperthermies? Les causes et les mécanismes. D'abord, on les classe en hyperthermie fébrile et hyperthermie non fébrile, qui sont liées au débordement de la thermorégulation. Qu'est-ce que ça veut dire une hyperthermie? Et ensuite, nous allons voir des cas particuliers de l'hyperthermie maligne et le syndrome malin ou neuroleptique. Qu'est-ce que ça veut dire une hyperthermie fébrile? C'est une augmentation de la température, mais qui est due à un pyrogène. Un pyrogène. Donc, la fièvre, et on appelle communément, ça, c'est de la fièvre. Parce que toute fièvre, toute hyperthermie n'est pas fébrile. N'est pas fébrile. Toute fièvre n'est pas, toute hyperthermie, c'est pas de la fièvre. Mais la fièvre est une hyperthermie. Je pense que c'est clair. Deuxième élément qu'il faut connaître, j'ai dit que l'hyperthermie est toujours secondaire à un pyrogène. Ce pyrogène, il va augmenter le niveau, de la il va augmenter le niveau de on appelle ça une augmentation du set point hypothalamique. Et il existe en permanence une adaptation de la thermolyse à la thermogénèse. Cette modification est liée à la présence, j'ai dit, d'un pyrogène. Il est lié à la présence d'un pyrogène.
Ce pyrogène, il peut être d'origine microbienne, quel que soit le microbe, un virus, une bactérie, une levure, quel que soit, ou d'origine endogène, fabriqué par notre propre organisme au cours de certaines maladies inflammatoires, certaines formes de cancer. Et ces pyrogènes sont d'origine leucocytaire, c'est des interleukines. C'est des interleukines 1. OK? Donc, l'hyperthermie fébrile, elle est due à un pyrogène. Ce pyrogène peut être d'origine microbienne ou non microbienne. Le deuxième point que je dois aborder, c'est les hyperthermies non fébriles. Les hyperthermies non fébriles, elles sont liées au débordement de la thermorégulation. Donc, ce débordement de la thermorégulation, c'est-à-dire qu'on produit beaucoup de chaleur, sont dus soit à un facteur exogène. Le facteur exogène que vous voyez ici, c'est quoi? C'est une exposition à une température ambiante très élevée. On appelle ça les coups de chaleur classiques. Ou une exposition à un rayonnement calorique, c'est-à-dire un rayonnement du soleil, qu'on appelle communément également l'insolation ou le coup de chaleur classique. D'accord. Deuxième, c'est cause endogène. C'est cette activité, une activité physique intense et soutenue, surtout lors des grands marathons, les sports, un marathon où les athlètes produisent beaucoup de chaleur. Également certaines maladies où il y a une grande activité musculaire, telles que le tétanos, les convulsions. Également, certains troubles endocriniens peuvent entraîner une augmentation de la production de chaleur, on appelle ça surtout les augmentations des hormones thyroïdiennes, on appelle ça une thyrotoxicose. Également, certains médicaments, certaines intoxications, telles que l'intoxication à la caféine et la belladone. Ensuite, nous allons voir la diminution de la thermolyse. J'ai dit une augmentation de la Monsieur, chaleur. Oui. quelle est la différence entre fébrile et non fébrile? J'ai dit non fébrile. Fébrile, il y a toujours un pyrogène qui est l'interleukine 1. Les non fébriles, il n'y a pas de pyrogène. C'est des facteurs exogènes, exposition au soleil, faire la bronzette, un mois d'été, août, à midi, sur la plage où il fait 50 degrés à l'ombre. Ça, c'est une exposition. D'accord? Le pyrogène, c'est toujours les interleukines, soit pyrogènes d'origine microbienne ou non microbienne, tels que certains cancers. Je vous ai dit les leucémies. OK? Vous avez compris? Oui, merci. OK. OK. Ensuite, nous allons voir, ce n'est pas une grande augmentation de la production de chaleur, mais plutôt une diminution de l'élimination de chaleur, une diminution de la thermolyse. Et ça peut se voir au cours des vasoconstrictions cutanées. Quand on a les vaisseaux cutanés collabés, vasoconstriction, donc il y a une diminution de la circulation sanguine périphérique, donc on ne peut pas faire éliminer la chaleur. Également, pour certaines pathologies, il y a une diminution de la sudation. Également, parfois, il y a un dérèglement des centres. Il y a un dérèglement des centres. Il y a un dérèglement des centres de la thermorégulation. Ils ne peuvent pas capter la chaleur, donc ils ne peuvent pas éliminer cette chaleur et surtout le traumatisme crânien, certains accidents vasculaires cérébraux,
certaines tumeurs et certaines pathologies du cerveau. OK, vous avez compris jusqu'à présent? Enfin, pas de réponse. Ensuite, nous allons aborder Oui. le cas particulier de l'hyperthermie maligne. Il y a une augmentation de la production de chaleur. Ce sont des myopathies génétiques autosomiques dominantes, infracliniques, secondaires à la mutation du canal calcique, récepteur ou, ça c'est en anglais, ou le récepteur des canaux calciques, qui entraîne une dysfonction. Et vous avez vu ça en physiologie. La contraction, c'est le couplage-contraction. Couplage-contraction, excitation-contraction. Et elle est à l'origine de quoi? À l'origine d'une augmentation du calcium libre cytoplasmique. Je m'explique. Donc, la contraction et la relaxation musculaire sont régies par quoi? Par la concentration de calcium libre cytosolique. Et vous avez vu ça en physiologie. D'accord? Et la fonction physiologique du couplage excitation-contraction est de traduire le potentiel d'action. Il traduit un potentiel d'action. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Avec libération du calcium par le réticulum sarcoplasmique, ce qui augmente brutalement le calcium et déclenche la contraction musculaire. Et cette augmentation du calcium libre cytoplasmique provoque une contraction au cours de l'hyperthermie maligne. Si c'est pour les gens qui ont cette myopathie, pour l'hyperthermie maligne, il déclenche une contraction musculaire continue. Il n'y a pas de relaxation. Avec une déplétion d'ATP, avec une déplétion, ça va se couper, je vais me reconnecter. Hein. OK, parce qu'il me reste 1 minute, je vais encore prolonger, ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc, cette provoque une contraction musculaire continue avec une déplétion d'ATP qui génère plus de chaleur que le corps ne peut dissiper. Il produit beaucoup de chaleur et le corps ne peut éliminer, qui peut aboutir à une hyperthermie avec une lyse musculaire, on appelle ça une rhabdomyolyse, et une hyperkaliémie. D'accord? Ensuite,